On a dit qu'on était perdu, et on va être plus perdu dans 2 secondes. Même si vous avez compris, je l'ai annoncé au début, cette idée de suivre des filiations est impossible en fait. Donc je fais aussi le récit de quelque chose qui ne peut pas marcher, c'est pour ça qu'on est perdu. Il y a plein de gens, Lassmann était très très célèbre, c'était le plus célèbre de son époque et il a disparu des radars. Ça n'empêche pas de revenir plus tard. Et la conclusion tout à l'heure, c'est un épilogue, vous allez me dire je suis venu pour ça, j'ai vu que des trucs horribles. C'est que Vermeer n'a été redécouvert que vers 1905. Il était un peintre hollandais parmi d'autres. Et puis un historien de l'art, Theodor Burger, a écrit un livre sur lui particulièrement, et cette espèce de succès, d'intérêt a fait redécouvrir Vermeer, sous forme d'exposition aussi. Si vous avez l'occasion, ou si ça vous dit, vous me le direz, on va l'organiser. Je redis que le meilleur endroit pour voir de l'art où il n'y a personne et c'est très beau, c'est le Petit Palais, qui est gratuit, qui est presque direct en RER. On peut y aller une fois si ça vous dit. C'est qu'il y a dedans de la peinture hollandaise, que l'on va voir là. J'ai pas le temps de la montrer. Des gens qui sont aussi géniaux que Vermeer, qui s'appellent Pieter de Horck, qui s'appelle Fabricius, qui s'appelle... je vais en montrer quelques-uns quand même. Et on voit les tableaux en vrai. Comme ils ne sont pas connus, ils ne sont pas survalorisés, puisqu'on est dans une époque un peu de médias. Donc c'est ce qui fait que vous avez vu que la tendance, à mon avis, vertueuse à chercher à regarder des artistes femmes qui est dans l'air du temps, ben, elle a une vertu d'historien de l'art, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voyait plus. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. On se dit, tiens, comment ça se fait? Ben, parce qu'en fait, ce système d'apprentissage et de circulation de l'image, il est immense. Hein. Peintre le plus important et influent de sa génération, voilà, mais mis à part qu'on ne peut pas tout connaître en tout, les aléas des commandes et puis de la circulation des images rendent cette enquête sur la transmission complexe. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que Rembrandt ne va pas en Italie. C'est son prof qui va en Italie et qui lui parle d'Italie. Et ça, c'est de la transmission très passionnante. Impossible à évaluer, impossible à connaître, mais elle est là. Après tout, la transmission, ça s'évalue peut-être par le résultat. Et tous les gens qui ont été soit profs, soit parents, savent très bien qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait, et que des fois, par miracle, on voit qu'il y a un effet qui est produit, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il suffit d'entendre dire « arrête de me dire d'éteindre la lumière » pour qu'un jour, votre fils-fille dise la même chose à ses petits-enfants et que tu jouisses intérieurement. Alors que tu m'as fait chier. Voilà, on ne sait pas par où ça passe. Je suis prof depuis 30 ans. Moi. Il y a des tas de trucs qui restent et qu'on me dit est important et je ne sais pas ce qui s'est passé. Sans doute qu'il y a quelque chose, le mot pédagogein, c'est la mise en mouvement, en grec. Et en fait, sans doute que c'est par l'appétit, par l'envie de quelque chose. C'est pour ça que je montre aussi plein de choses et on est perdu, mais on se dit tiens, ça donne envie de découvrir. Et puis surtout, ça c'est une version de Peter Lassmann qui fait énormément penser à une version de Caravage du Saint Matthieu en train de rédiger son testament. Et donc ça donne envie de regarder. Et si on a de l'appétit et qu'on est mis en mouvement, on ne peut plus s'arrêter. Parce que la curiosité, c'est un truc qui fait du plaisir sans faire grossir. Réfléchissez bien à ça, c'est pas si fréquent. Et sans tour de rein. Il a comme élève Rembrandt pendant 6 mois et Jan Lievens. Et c'est lui qu'on va regarder vite fait avant de retomber sur nos pattes. Peter Lassmann fait partie d'un groupe d'artistes, Finas je vais montrer, qu'on appelle pré-rembrandesque, parce qu'il est arrivé à un problème à Peter Lassmann, c'est que bien que très très célèbre, il a eu un élève encore plus célèbre et fameux, qui par leur travail sur son propre visage, sur la recherche intérieure, est devenu plus parlant pour notre époque à nous. Et c'est ce qui fait que quand on voyait tout à l'heure Schouten et des peintures qui faisaient penser aux surréalistes, on a des mouvements d'artistes qui petit à petit se penchent sur des choses qu'on n'avait pas vues avant, ou qui étaient passées de mode, comme les pré-raphaélites. Là on est en plein 18e, 19e on va dire, il y a de la nouveauté, et puis régulièrement, c'est pas forcément réactionnaire, mais on a des artistes, les symbolistes, qui disent on veut pas de la modernité, on veut pas d'un truc nouveau, on revient en arrière.
Et c'est ce qui fait qu'ils vont nous faire redécouvrir ou revoir autrement des peintres qu'on avait oubliés. Ouais, Peter Lassmann, c'est quand même assez enlevé. Quand même, ça a l'air tout bête, mais je vais montrer ce qui suit le plus, qui est à la mode à ce moment-là, qu'on montre très peu, parce que c'est un peintre que, pas seulement j'apprécie pas, mais c'est pas très facile à aimer, il s'appelle Rubens. Il est très très important, je vais le montrer juste une image. Ça n'a pas l'air, mais c'est très complexe à dessiner, ça. Oui, ça a l'air d'être jeté comme ça, c'est assez empâté, mais avec une patte comme celle-là, pour ne pas perdre son dessin, c'est pas commun. Toujours Lassmann. Oui, une image ou l'autre, on ne peut pas savoir. Et vous voyez que dans le fond du tableau, on est presque en camailleux, on est presque sur une même teinte, plus ou moins diluée, qui nous donne les petits paysages hollandais dont les Hollandais raffolent, avec des personnages. Ici, plein. Des petites silhouettes sur le fond. C'est peint avec une couleur, plus ou moins liquide. C'est la meilleure façon de commencer la peinture. Voilà, Lassmann va... Là, on pourrait penser que c'est de la peinture de Rembrandt. Alors, la petite explication, c'est que ça arrive d'avoir deux profs. Il côtoie Liévins chez Lassmann, il apprend le dessin au crayon, de la composition, et travaille d'après nature, c'est-à-dire les natures mortes dont on parle. Il prend les mêmes thèmes bibliques et antiques que Lassmann, il y met quelque chose de très réaliste et en même temps de très puissant. Et Lassmann est influencé par Elsheimer, Caravage et Rubens. Et Rembrandt s'approprie le clair-obscur de l'un et de l'autre. À Amsterdam, dans ces années-là, il fait la connaissance de peintres flamands, dont Hercule Segers. Vous allez me dire, il n'en finit plus. C'est sans fin. Hercule Segers qui sert de fond d'écran, un graveur, c'est très beau. Voilà, c'est tout simple, on peut dire ça. Des paysages, les natures mortes, les paysages sont devenus des genres en eux-mêmes. C'est plus forcément des grandes compositions avec un paysage en arrière-plan. On peut avoir des petits éléments qui donnent une échelle, mais l'ensemble, c'est une grande composition qui joue avec un lieu qu'on va reconnaître, mais aussi avec la lumière. Voilà, alors Hercule Segers, comme c'est un graveur, ça va être énormément diffusé. Et après avoir fait ça, il rentre à Leyde. C'est-à-dire, il était à Amsterdam, il y a vu Segers, il y a vu Elsheimer. Oui, la peinture. Et voilà pourquoi le Rembrandt plus tardif joue avec cette dramaturgie, avec la lumière qui a l'air de plus affleurer seulement, qui a l'air de venir sur lui, mais qui fabrique aussi des ombres un peu étonnantes. Rubens, c'est ça. Ce qui est à la mode dans ces années-là, c'est cette virtuosité à peindre très vite, à faire des choses qui s'envolent, qu'on peut appeler baroque si on veut, avec il n'y a pas une ligne qui est droite et calme. Dans le Rembrandt qu'on a vu, il y a un peu de ça. Ça ne se voit pas tout de suite qu'il y a de l'énergie et des choses qui sautent de partout, mais la forme des ombres n'est pas constante. Vous voyez ici, on dirait une forme un peu plus dense. On pourrait penser que lui devrait en avoir une. Vous voyez, son ombre, elle devrait être là. Le fond sert juste à faire ressortir le foncé sur le clair sur le foncé sur le clair. Et c'est toute une astuce de mise en scène. La lumière, elle n'est pas cohérente. Hein. Ça ne peut pas être clair comme ça ici. Mis à part s'il veut montrer qu'il a un gros bidon, et pas clair ici. Et même chose, mise en scène, je vous le disais au tout début, éléments de théâtre, c'est-à-dire les éléments de casque qui servent dans l'atelier, qui vont permettre de déguiser un modèle tout nu en empereur romain, il les fait apparaître sur la table. Ce que l'époque aime faire, c'est montrer que tout ça n'est qu'un artifice. Alors, la révélation du jour, c'est lui. Vous n'allez pas en revenir. Autoportrait de Liévins jeune. Ouf. Ça va calmer tout le monde.
On pourrait en rester là, hein, c'est vraiment très très beau. On est en 29. Il est donc, alors ça c'est assez rigolo si vous étiez nul à l'école. C'était le préféré et le plus doué. Et on l'a oublié. Au revoir Fayot. Voilà. Et on va le réhabiliter aujourd'hui vite fait. Liévins est à l'aide. Il va en apprentissage chez Schouten, il va chez Lassmann, et donc il voit 2 fois Rembrandt, et 2 fois copain avec lui. À peine âgé de 14 ans, il revient dans sa ville natale, il confond tout le monde par ses dessins et ses peintures, vous allez comprendre que c'est très 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 fort. Rembrandt était l'élève de Lassmann en 25, ils sont amis pendant 6 mois. Et ce qui est très passionnant, c'est que dans les rapports, il y a des livres qui parlent de ça, plutôt des articles entre Liévins et Rembrandt, ils sont amis. Apparemment, il y a des toiles qui auraient été finies par l'autre, mais ils se sont aussi piqués des marchés parce qu'ils sont aussi sur le même système de fonctionnement. On pourrait revenir à notre école d'Utrecht, c'est-à-dire au tout début, vous savez, ces gens qui ont voyagé pour voir des Caravages, avec ce qu'on a dit, hein, contre-jour, lumière depuis l'intérieur, mais aussi côté malin et jovial de la peinture. Petit à petit, des commandes de portraits pour Liévins qui le font connaître énormément. On va remettre un peu de noir parce que c'est vraiment très beau. Je ne peux pas savoir tout sur tout. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? C'est rien. C'est rien, c'est juste bien. Enfin, c'est juste génial. Voilà, lié à Rembrandt, ils ont l'air de collaborer. Aucune source ne prouve que les 2 peintres aient partagé un atelier. On est en entre-deux. C'est pas Wikipédia qui est la source d'information la plus sûre au niveau histoire de l'art. Par contre, je m'en sers tout le temps parce que c'est la plus accessible. Donc ça vous permet de repiocher dedans. Apprentissage et œuvre de jeunesse sont des points communs. Thématique et style, influence très positive. Et en plus, ils ont fait le portrait l'un de l'autre. Voilà, c'est un portrait de Liévins, ça fait le portrait de son copain Rembrandt. C'est plus qu'une transmission, l'amitié, c'est quelque chose de plus complexe, parce qu'il y a une espèce de fusion aussi dans l'amitié, de non-explication. La lumière n'est pas si rasante, mais le tour de force qu'on va retrouver chez Rembrandt, c'est cette idée de faire jaillir, comme il y avait un peu chez Caravage, des éléments par la matière, entre la matière du tissu, la matière métallique, la matière de la peau. On est aussi complètement dans la gestion de la peinture à l'huile dont j'ai parlé, c'est-à-dire le temps de séchage va faire qu'on va pouvoir modeler, faire passer une couleur l'une dans l'autre de façon vraiment imperceptible. Alors que ces choses-là, vous voyez, ce sont des petits grattages du manche de pinceau dans la peinture fraîche. Tu prends un petit morceau dans c'est peint avec 3 couleurs, hein. Il y a un ocre jaune, un blanc, un ocre rouge et un noir. Et après, dans le frais, on gratte un peu et ça suffit à faire comprendre l'ensemble. Ils ont un métier pas croyable, qu'on acquiert dans tous ces lieux-là. Un autoportrait de Liévins, qu'on pense. Alors qu'est-ce qui fait que Liévins, ça va marcher? C'est que le secrétaire de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau rend visite aux 2 artistes en 1628. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il trouve que Liévins est original et audacieux et que Rembrandt a plus de profondeur et d'imagination. Donc on a des témoignages de gens qui ont vu leur travail. Les 2 jeunes hommes étaient entêtés, si l'on en croit Huygens. Ils refusèrent de se rendre en Italie pour améliorer leur style. Par ailleurs, en 28, Liévins réalise un portrait de Huygens. Et vous voyez notre glissement qu'on pourrait avoir vu chez Caravage. Grande vigueur. Alors il y a de la vigueur chez Caravage, mais là c'est devenu beaucoup plus important, beaucoup plus exagéré, beaucoup plus opéra, si on veut le dire de cette façon-là. Voilà, inventif, hardi. Vigueur dans la représentation des émotions. Il y a de l'émotion chez Caravage, mais on pourrait presque dire qu'elle est dans le spectateur. Voilà le petit portrait de Huygens, qui est quelqu'un de très important à l'époque, parce que dans ces coins-là, en Hollande, on va voir arriver des philosophes et des gens qui fuient l'Espagne.
Voilà, l'ensemble de compositions de Liévin, c'est des tableaux de jeunesse. C'est prodigieux, de façon de gérer la lumière, d'ensemble de compositions, vous voyez, sur des formes géométriques, c'est incroyablement structuré. On a des triangles, on a des triangles, on a des triangles. Bon, l'indécision morale, là, ça commence à être... Disons que pour le dire avec des termes d'aujourd'hui, parce que c'est quand même pas très... Si elle n'était pas d'accord, c'est un peu trop tard. Ce qui est une façon de regarder la peinture d'aujourd'hui. Hein. Enfin, notre façon d'aujourd'hui regarde autrement. Donc il ne s'agit pas de juger la façon dont ça a été fait, mais notre regard à nous, il n'est pas neutre. C'est-à-dire, on montre que c'est marrant de faire poète-poète sur le sein des filles. Voilà, chez Liévin, la façon de portraiturer, la façon de jouer avec les matières, c'est incroyable. Et si vous regardez la façon dont la lumière vient structurer l'ensemble, elle fait des grandes diagonales. On a des natures mortes, on a des effets qui ressortent, on a des effets de matière, on a des jeux d'éléments qui ont l'air d'être vers nous, on a des effets sur le visage, sur l'inquiétude, et on a une composition de monstre. Il devrait être connu non pas comme Rembrandt, mais comme Rubens. C'est extraordinaire. Et c'est le préféré. Des dessins. C'est la mode, hein, des chiens poilus frisés comme ça. Et des dessins à la sanguine qu'on pourrait attribuer à Rembrandt facilement. Le fait de faire quelque chose d'assez virtuose, d'assez riche assez vite. Les ambitions des deux artistes vont les conduire à des parcours différents. Liévin part pour Londres. Voilà ce qui est un indicateur pour le fait qu'il disparaisse des radars. Il va devenir très très célèbre parce qu'il va être à la cour du Charles d'Angleterre. Londres est un leurre, il ne peut exprimer sa créativité parce que l'ambiance politique est un peu complexe. Il vit à Anvers, il se marie, il voit Van Dyck, l'artiste hollandais le plus célèbre en Angleterre. Van Dyck, il peint ça, et si vous avez un souvenir du cours de Philippe Marquet, Anguissola, c'est la grande femme peintre d'Italie, avant Gentileschi. Il fait le portrait d'elle. Donc il se côtoie, tous ces gens. Voilà, la peinture de Van Dyck, c'est encore plus virtuose. C'est comme Frans Hals, c'est de la peinture qui a l'air d'être faite le temps que le pinceau tombe par terre. Et on comprend qu'il soit invité dans les cours les plus prestigieuses pour faire les portraits des gens les plus prestigieux. Je rappelle qu'on est sur la période, on est entre 26 et 66 avec Rembrandt, c'est en même temps. Liévin voit ça. Et Rembrandt ne sort pas de Hollande. Encore Van Dyck. Et il y a beaucoup de ces peintures qui sont en Angleterre. Si vous allez à Londres, il y a une vertu à Londres, hein, bon, il y a un défaut, c'est que se loger c'est cher. Ne me tendez pas la perche parce qu'on peut bien manger à Londres. Vraiment. Je redis que, par exemple, ça fait de la peine aux Français, mais les Anglais ont un art du fromage qui est beaucoup plus méconnu que prévu. Et pensez à ces gros mythes qui vont sur la Lune parce qu'elle est en fromage. C'est des gens qui prennent le fromage au sérieux. Les musées sont totalement gratuits, presque tous. Donc ce que tu payes en appart, vous verriez des choses comme ça facilement. Liévin se rencontre Rubens, et Rubens, c'est ça mon élément important, il lui montre sa collection de peintures. Il n'y a pas besoin de voyager et d'aller dans des endroits, parce que ce que Rubens il a dans sa besace, Titien, Brouwer et Teniers, qui sont deux peintres hollandais juste avant lui. Et on va prendre ce terme-là qui va nous aider. De là, chez Liévin, va naître une œuvre riche et élargie, composée de trogniers, c'est-à-dire des trognes. Ce qu'on a vu assez facilement dans la peinture hollandaise, c'est-à-dire la lumière rasante va permettre de faire ressortir les défauts du visage, les expressions, et les scènes entre elles. C'est-à-dire on est vraiment dans l'intimité des personnes.
S'il y a quelque chose qui a basculé par rapport à Caravage, c'est ça. On a le même fond, on a la même géométrie, on a des éléments repoussoirs, on va dire, qui donnent l'impression qu'on est dedans. La lumière qui vient presque sur le bord, des choses qui ont l'air de sortir. Vous voyez, il y a une ombre là. C'est lui, hein. Ça craint, hein. Ils sont pas si à la cool que ça. Par contre, ce qui s'y est ajouté, c'est la familiarité dont j'ai parlé, qui intéresse les Hollandais. À la fois le goût du détail, le goût des matières, parce que là aussi, c'est l'histoire de l'art a commencé avec Vasari, mais on en trouve chez Hegel, c'est le premier philosophe qui va faire une histoire de l'art, et il fait une histoire de la peinture, par exemple, en 3 chapitres, c'est assez facile à lire. Et pour lui, la peinture, c'est la peinture italienne et la peinture hollandaise. Le troisième, vous n'avez qu'à chercher. Et il y dit qu'en fait, cette nouvelle société bourgeoise qui a de la richesse, qui donc chaque bourgeois en est... un noble reçoit ses revenus de sa terre. Un agriculteur fait pousser des choses dans sa terre. Un bourgeois, on va dire que c'est comme un commerçant. Il reçoit un matériau en ville, dans les bourgs, et il va le vendre en faisant une plus-value. C'est comme ça que Marx dit que la société capitaliste arrive, c'est-à-dire que tu vends plus cher que ce qu'on te l'a filé. Plus-value. Et avec cette plus-value, tu gagnes ta vie. Pour faire court, tu n'as rien produit, tu n'as rien foutu. C'est ce qui fait que, pour Hegel, c'est bourgeois qui se développent énormément. C'est bourgeois, c'est hamburger, ça vient de là aussi. Hein. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver de l'autre côté de... Bon, passe. Ce que Hegel décrit, c'est un goût, alors on pourrait le mépriser ou on pourrait trouver ça riche, pour tout ce qui est riche, pour les matières elles-mêmes. C'est pour ça qu'ils aiment peindre les natures mortes, ils aiment... Hegel dit ils aiment regarder le monde qu'ils possèdent en fait. Ils passent leur temps à... Ils ont envie d'avoir ça, ils ont une peinture qui montre à la fois le désir, à la fois la rigolade, mais aussi les matériaux et la richesse des matériaux, la façon de les produire. Et donc, chez Liévins, on a une série de trognes, on peut appeler ça comme ça. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est que la trogne peut pousser à la caricature. On peut se retrouver avec des choses qui sont de plus en plus surjouées, qui vont faire un peu vulgaire. Si vous avez en tête, j'ai fait la conclusion avant la fin, c'est comme ça que Rembrandt grimace doucement dans les autoportraits. C'est-à-dire, il se réserve à lui-même d'être une trogne. On a un avantage en découvrant Liévins, c'est qu'on a comme un jumeau d'un peintre connu, Rembrandt, et en regardant son travail, on peut voir de quelle façon ces gens-là arrivent à cette virtuosité-là. Elle ne tombe pas de la lune. Oui, c'est souvent disséminé à Leipzig. C'est tout à fait fou. Alors c'est sans fin à commenter. C'est à la fois très présent, parce qu'elle est vraiment près de nous, parce que sa bouche est un peu entrouverte, on sent qu'elle va respirer, qu'elle est en train de nous regarder, oui, alors que son visage est tourné comme ça. Donc des éléments de pris sur le vif vont être ajoutés, parce que c'est ça qui intéresse. Mais ce qui intéresse aussi, c'est à la fois la beauté des cheveux et à la fois la beauté de celui qui sait peindre les cheveux. Parce que si on regarde bien, oui, c'est gratté aux manches de pinceau. On a une sous-couche qui est un peu verdâtre, qui est là, et puis il va avoir des aplats un peu plus forts, un peu plus empâtés dans l'éclair. C'est peint avec 3 teintes aussi, hein, c'est pas beaucoup, mais la virtuosité fait qu'on ne sent pas comment c'est fait. Et ça donne une espèce de présence qui est énorme. Et qui est le sujet de la peinture hollandaise. Donc à la fois on a une partie de Caravage, à la fin on est déjà passé à autre chose parce qu'il y a plus de vie là-dedans. Si on prenait un terme d'aujourd'hui, il y a presque quelque chose de pulsion de mort chez Caravage, et là il y a plutôt une pulsion de vie. Ils sont en train d'aimer vivre, enfin d'aimer conquérir ce monde et le questionner. Voilà, tout ça est Liévins. Il travaille au château d'Oranienburg, donc il va avoir des commandes très très prestigieuses. Après avoir été en Angleterre, il revient, il va décorer l'ensemble, donc comme c'est décoré, ben on ne voit pas facilement ses peintures. C'est aussi ce qui explique qu'on le connaisse moins. Et il va produire beaucoup. Voilà, il revient Rembrandt sur la demande express de Liévins à Amsterdam
va réaliser avec deux autres très connus, Boll et Jordaens. Ça, c'est l'histoire que vous achetez, vous dites, on connaissait déjà personne, non, on ne connaît personne du tout. Ils vont décorer le nouvel hôtel de ville, qui existe toujours. Donc on a l'hypothèse là que Liévin et Rembrandt sont ensemble. Liévin est reconnu comme un peintre de premier rang. Il put avoir le train de vie d'un seigneur du temps de sa splendeur et rencontra des difficultés financières lorsqu'il fut âgé et moins productif. C'est aussi ce qui entraîne la dissémination. Voilà le palais d'Amsterdam, quand on a une commande là-dedans, t'es pas forcément quelqu'un de pas connu. Et voilà à quoi ressemblent les grandes compositions. Alors là, on a le début du résumé de la fin. Ça ne ressemble pas au Liévin qu'on vient de voir, parce que c'est pas le même public. Ça s'adresse à des grandes compositions sur des grands formats. Pas des peintures qu'on va appeler de chevalet qui vont être accrochées chez toi et que tu vas regarder de près. Et donc les effets de matière, les effets de psychologie sur les personnages, ils y sont, mais on les voit moins parce qu'il faut quelque chose de plus grandiloquent. Ce qu'on peut ajouter avec ce qu'on vient de voir chez Liévin, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Il a vu beaucoup de choses très différentes. Même si on a toujours ce goût hollandais pour les détails, pour la psychologie des personnages et pour l'espèce de tension qui est entre eux. Vous voyez, pas obligé de mettre un petit perroquet, sous prétexte qu'ils en ont découvert. Bref, Liévin, c'est un génie. Et on va le remettre dans la langue parce que faut que vous soyez d'accord. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On me dirait que c'est Rembrandt, je dirais que c'est Rembrandt. Les gens dont le travail c'est d'authentifier, c'est un travail très compliqué. Je préfère dire que je ne sais pas que de penser que je saurais. Parce que c'est la même dramaturgie, c'est la même façon de composer sur cet oblique, c'est la même jeu avec des personnages qui sont en train de vivre une scène, ça pourrait être le philosophe ou le prêtre, vous voyez, une figure, mais en même temps il y a un petit peu de psychologie dans le personnage qui fait qu'on pourrait penser que c'est Jean-Robert, mon cousin, le philosophe. C'est-à-dire que c'est plus marqué, identifié, plus précis que juste une figure générale. Et ça se voit au fait qu'il y ait des détails de sa veine, de ses yeux qui froncent son front, et aussi qu'il arrête un instant d'écrire. Il y a tout un tas d'éléments de la vie interrompue qui vont donner de la psychologie au portrait. Et donc, la conclusion, la première, c'est que je ne sais pas pourquoi il est moins connu. C'est comme ça. Concurrent de Rembrandt, dit la suite de l'article, parce que Rembrandt emprunte des éléments Liévin, c'est l'élève le plus doué chez Lasman. Rembrandt aurait antidaté des œuvres pour montrer qu'il était plus doué que Lasman. Ah bah bien, bravo les mecs. De façon que les tableaux de Lasman aient l'air d'être inspirés par les siens. J'aime bien les gens sans scrupules comme ça, quand c'est un peu créatif. Bon, arnaquer les gens, c'est mal, ne faites pas ça. Mais c'est de la créativité, c'est quand même une occasion de voilà. Il a tout piqué, hein, bien évidemment. Je les ai pas 20 ans avant. Dans les années 30, Rembrandt appose sa signature sur un certain nombre de peintures de son concurrent. C'est moche. Enfin non, c'est bien. Et bon courage pour les authentificateurs. Les deux hommes entretiennent peu de contacts. Quand Liévin est parti à Altin, parce que je vous rappelle qu'il est parti en Allemagne et Autriche, et puis il est parti en Angleterre, Liévin, donc on l'a plus dans le coin. Mais indubitablement, et c'est ça qui m'intéresse, ils se connaissent. Donc il y a transmission, concurrence, parce qu'on n'a pas pris cet angle-là, parce que Catherine et moi, on est un peu gentils, enfin on se force pour les cours. Mais dans la transmission, il y a aussi la concurrence, c'est-à-dire piquer des choses chez les autres et faire mieux. Voilà, Liévin envoyait certains clients à Rembrandt quand il le savait en difficulté. C'est pas qu'une question de rapport de force aussi, c'est une question de marché. Parce qu'il avait beaucoup de commandes, Liévin achète des peintures et Liévin file le plan de l'hôtel de ville d'Amsterdam à Rembrandt. Donc cette concurrence-opposition, elle est plus compliquée que ça. J'ai gardé pour la fin des petits Liévin en dessin, parce que ça pourrait être du Rembrandt, vous voyez, c'est du dessin à la plume. Hein. On a vu qu'ils avaient appris ça chez Schouten. C'est l'occasion aussi de parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent.
Les dessins, normalement, c'est une petite recherche pour faire une peinture. Et assez souvent, on les faisait disparaître. À partir de Vasari et du fait que l'histoire de l'art commence à être importante, à partir de l'époque qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire de s'intéresser à la psychologie des artistes, en regardant des autoportraits par exemple. Vous voyez, de la tête de Rembrandt, on s'en fout. À part sa mère, personne ne va l'acheter. Mais savoir qu'est-ce qu'il pense de lui-même au travers de l'image qu'il nous montre, c'est ça qui va nous intéresser petit à petit. On s'intéresse à comment c'est fait. Je dis que le making-of est tout aussi intéressant que le film. Quelquefois, il est meilleur que le film. On a envie de plus en plus, c'est notre tempérament de 21e siècle, de savoir comment les choses se sont faites. Quand on a un dessin, on est plus proche de l'intention initiale du peintre parce qu'il n'y a pas de reprise. Il en fait un autre, en fait. On peut fabriquer un dessin en le construisant lentement et en faisant une sorte de petit chef-d'œuvre, mais même si vous passez des heures, ça se vendra moins cher. Donc que ça soit pour une commande, vous pouvez le fabriquer entièrement. Monsieur me demandait, en effet, les grandes peintures de Lasman, ce sont des tellement grands formats que tout l'atelier travaille pour lui. Donc il forme les gens, pas pour qu'ils deviennent autonomes, il les forme pour qu'ils les aident, jusqu'à ce qu'ils prennent leur autonomie en allant dans une autre ville. Par contre, les dessins, pendant longtemps, on les a ignorés parce que c'était juste une sorte de note d'intention pour quelque chose, ou une prise de note sur le vif, sans doute c'est le cas ici, d'un effet qui est assez intéressant parce que ça aussi c'est moderne, le vent. C'est pas un sujet le vent, c'est un truc qui bouge. D'autant que ça souffle comme ça alors que la fumée est part comme ça. Mais on a l'impression quand on regarde que c'est assez vivant en fait. Qu'est-ce qui fait ça? Le sens des traits, vous voyez, on a des choses, des zing 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 dans ce sens-là, alors qu'on a des tchoum 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 dans ce sens-là. On a des choses qui sont un peu diluées dans le frais parce que c'est un brodemois ou c'est de l'encre brune, donc plus on met d'eau, plus ça se dissout. Par contre, on pose, on ne peut pas reprendre, on ne peut pas gommer. Donc il y a quelque chose de lié à l'intention première de l'artiste, et à sa main, il fait ça très très vite. Et donc les études, petit à petit, vont nous intéresser. On a accès à l'espèce de recherche qui est dans l'esprit des artistes. Et c'est là où on va aller vite, puisqu'on est 2 siècles après, les impressionnistes vont prendre ça comme sujet en soi. Les Hollandais ont inventé le paysage, les natures mortes, c'est-à-dire des genres séparés avec des spécialités pour chaque artiste. Mais ils vont aussi s'intéresser au monde autour d'eux de façon plus proche et plus intime que n'importe qui l'avait fait avant. Parce que si vous cherchez le sujet de ça, c'est à la fois une rue, une ambiance. Voilà, on ne voit pas forcément les métiers, on ne voit pas forcément ce que font ces gens, comment ils sont habillés. On voit juste un petit point de vue sur un élément parmi d'autres. Et c'est ça qui devient le sujet de l'art. C'est toujours Liévins, et je persiste à dire qu'il est quand même très très fort. Bon, soit dit en passant, c'est plus facile de faire ça que ça. Parce que ça, soyons simples, parce que moi je suis prof de dessin, vous n'allez pas avoir envie de venir du tout. Si tu prends du temps, ne nous fais pas chier, ça se fait. C'est-à-dire il suffit d'être patient. Par contre, vous avez vraisemblablement entre 15 et 95 ans, et plus particulièrement entre 45 et 95 ans, et la patience, c'est pas votre fort. Je sais. Mais si tu commences à faire des traits comme ça, des zig zig zig, voilà, et que tu travailles régulièrement par morceaux, ça se fait. Ce qui est très prodigieux dans ça, c'est pas le temps passé, parce que n'importe quel artisan, si tu passes du temps, tu peux faire un bon travail. C'est la différence de graphisme. Quand tu as un arc comme ça, vous voyez, il y a des formes qui sont fermées, il y a des formes qui sont juste des traits, il y a des hachures qui sont derrière et il y a des hachures qui sont dessus. Il y a des hachures qui suivent la forme de l'objet. Ce qui est très prodigieux là-dedans, c'est la capacité de varier son vocabulaire de dessin pour faire comprendre quelque chose de différent, des matières différentes. Ça, c'est difficile. Je suis tombé sur des dessins de Liévins, je n'ai pas pu résister. C'est très très beau. Bon, il y en a marre. Voilà. L'une des peintures les plus connues de Liévins, c'est Portrait de jeune garçon. Oui. C'est très beau. Que Rembrandt retoucha. Mais ils sont copains. Liévins réalise un portrait de Rembrandt, reconnaissable à ses cheveux bouclés. Il s'agit d'un exemple de la parenté de style marquée par beaucoup de teintes sombres
on l'a dit, clair-obscur, c'est-à-dire un contraste clair-foncé assez proche entre Liévin, Rembrandt et le Caravage. Le voyage commence à se terminer. Liévin et Rembrandt ne sont jamais allés en Italie, ils découvrent Caravage par l'école d'Utrecht. J'avais prévu un rebondissement. Vous allez me dire, le premier, ce serait qu'on voit Vermeer, pour lequel on est venu. On se dépêche. Gravure de Liévin, dessin, dessin, dessin. Et nature morte. C'est redoutable. Portrait. On l'a vu, j'ai commencé par la fin. T'as vu la ruse pour finir plus vite? Lumière. Portrait. Scène religieuse. Et c'est là où la composition des éléments les uns par rapport aux autres, c'est ça qui vient de la semaine pour moi. Les personnages sont enchevêtrés les uns dans les autres. Vous voyez comment il est tout mou? C'est très, très étonnant parce que d'habitude on s'attend à un truc un peu dramatique, un peu, il doit être verdâtre, un peu. Si on est chez Grunewald, il a l'air d'être cassé en morceaux. Là on dirait un chamallow parce qu'il a un bras immense. Ils sont tous blonds. Et c'est la façon dont, vous voyez, lui se penche, on ne voit pas son bras, il enserre son bras autour dans une zone d'ombre. Sa tête vient dessiner un autre qui donne un coup de main. Il a la tête presque dans son ventre, sa tête passe dans l'autre, qui retombe dans l'autre. Voilà, tout cet enchevêtrement, à mon avis, c'est ça qui vient de la semaine. C'est-à-dire que Rembrandt, si on le regarde vite fait, on dirait clair-obscur, fond foncé et lumière rasante. Mais quand Rembrandt fait des compositions, on est très proche de la semaine et c'est pas forcément le Rembrandt que l'on connaît le plus. Les personnages en contre-jour, on les a vus. La source lumineuse qui s'enfuit par là, on l'a déjà vu. Le fait que les éléments ressortent plus parce qu'ils sont devant quelque chose de fort, mais c'est aussi, ça fait mal, hein, un grand coup de canif dans l'œil. Voilà, il faut montrer que toute cette scène de bataille, elle se déroule, c'est le cas de le dire, et elle part de là, elle tourne là, et le rond s'ouvre pour toujours, en fait. Il devient un rond centripète. Et donc le Rembrandt qu'on connaît, c'est pas forcément celui de la lumière proche, c'est aussi celui de la composition de plein d'éléments. Et on pourrait prendre, vous connaissez La Ronde de nuit, c'est ça le film de Greenaway dont on parle, des portraits assez réalistes, des chiens, des enfants. Si vous avez l'occasion, ça vieillit un peu, il y a une émission qui s'appelait Palette avant sur Arte, on les trouve sur YouTube de façon tout à fait illégale. Mais c'est l'occasion de les regarder, c'est un peu vieilli comme rythme, parce que c'est vraiment très ancien. Mais sur ce tableau-là, c'est tout à fait passionnant. Les diagonales dont on a parlé, les grandes compositions, elles se retrouvent par là. Hein. Le système de lance, le système d'éléments, quand les personnages ont l'air de entrer dans la page, pendant que d'autres ont l'air de sortir. Oui, il est en train de courir, le nain, de ce côté-là. Donc on a un élément qui a l'air de se dérouler. C'est pas qu'un Rembrandt de clair-obscur qui est là, c'est un Rembrandt de composition de plein d'éléments. Et essayez de me dire d'où vient la lumière. Elle vient sur lui par moi, face. Elle vient en biais ici, sur une petite fille, qui n'est pas le sujet principal de la peinture. Le sujet principal, c'est l'ensemble, la confrérie en armes du commandant. Et même chose, je repartais de ce qu'avait montré Philippe sur les scènes de bain. Chez Rembrandt, on a un art du paysage et de la composition qui est extraordinaire. Oui, on dirait un rideau qui s'ouvre, avec un petit paysage italien, des petites ruines, où il n'est jamais allé, on a dit, hein, qui vient faire presque un décor artificiel dans cette petite scène intime, dans laquelle il s'intéresse aussi aux petits chaussons, aux éléments de matière, à la couleur, même à un petit bout de verdure, dans une mise en scène d'espace qui est incohérente. On ne peut pas avoir un espace comme ça aussi réuni dans un seul cadre. Voilà, les éléments qu'utilise Rembrandt font penser à l'Italie, font penser à beaucoup plus que ces autoportraits uniformes.
Et il est connu comme Liévin pour beaucoup de commandes de portraits qui sont incroyables. Celui-ci, c'est quand même un truc de fou. Voilà. Alors prenons un contre-exemple. Ben, c'est pas foncé le fond. C'est pas rembrandesque avec un fond noir dont les personnages ressortent. On a quelque chose qui est beaucoup plus clair. On est en 1660, syndicat de guilde des drapiers, qui lui commande un tableau. Par contre, il va surjouer ses effets de sortie. Et la table a l'air de venir vers nous, la chaise a l'air de venir vers nous, à tel point que l'accoteur sur le côté, il a l'air d'être saillant. Et puis tous ces personnages-là, c'est la façon de les grouper qui est intéressante. Ça vient de Lasmin. Conclusion. Parce que Madame Liebig est à la fin. Et ça, on ne peut pas lutter. Où Rembrandt apprend à peindre? Enfin, où se met-il à monter son école? Le voici dans son studio. C'est déjà un sujet très curieux. Hein. C'est lui ou c'est pas lui? Parce que quand on fait un autoportrait, on est plutôt proche. Il dirige un atelier où il forme des élèves de 28 à 63, à l'aide. Le plus connu, c'est Gérard Doux, on va le regarder vite fait. Il fait un atelier dans sa maison, dans la maison de ses parents. Pas de séparation maison-travail. Il peint des grandes compositions comme ça. Celui-ci est bien fameux parce que là, c'est Rembrandt lui-même en autoportrait. Je veux dire, je peux vous raconter, monsieur le commissaire, j'y étais. Il travaille dans un atelier avec un marchand d'art. C'est pour ça que normalement, ce que j'ai déroulé devrait vous aller. Il rejoint la guilde de Saint-Luc en 1934. Il a le droit, parce que c'est réglementé, d'accueillir des étudiants avec un atelier. Il installe son atelier au premier étage et au deuxième étage. Les élèves travaillent au-dessus. Cloison mobile, plein open space. Les élèves ont accès aux dessins, gravures, peintures de leur maître, c'est-à-dire le travail du prof, ils vont le copier. Qu'est-ce que fait Rembrandt? Il vend les copies. C'est-à-dire les élèves font des copies de ses peintures et il vend les copies. On ajoute au fait que les frais d'inscription à l'année, 100 florins, c'est assez cher, mais que quand Rembrandt, parce qu'il ne les loge pas et il ne les nourrit pas. Et donc ils sont assistants tout le long de leur vie, donc c'est pas si mal que ça, mais par contre quand ils produisent des copies, ils vendent les copies à ses frais à lui. Et ça c'est regrettable, c'est-à-dire que moi qui ai beaucoup d'élèves, on ne peut pas les exploiter comme ça pour se faire un peu de thunes. C'est fini ça. C'est moteur parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il y ait du rendu, gars. On n'est pas là pour un peu rêver à ce que tu crois être bien. On a une gravure qui est contemporaine de l'atelier de Rembrandt, dans lequel on aurait les commanditaires, le portrait en train de se faire, les références au fond, l'atelier avec d'autres gens qui travaillent, les accessoires qui sont cachés, parce que dans un atelier, il y a plein d'éléments pour créer la situation. Il aurait 50 étudiants dont on a gardé la trace. Les étudiants, ça donne des milliers de dessins, dont qu'il est difficile d'attribuer, puisque en fait ce sont des copies des dessins de Rembrandt. Donc vous comprenez que le malaise dans lequel vous étiez au début avec tout ce voyage dans le temps et dans les images, c'est pire que tout. On ne peut pas s'en sortir. Rembrandt, ses élèves faisaient les esquisses des œuvres à ses côtés, en studio pour un modèle ou en extérieur pour un paysage. Parce que le seul petit dessin qu'on a qui est très mignon, c'est un dessin de Rembrandt, un paysage dans lequel on voit un petit urban sketcher. Qui renvoie un de ses élèves sans doute en train de dessiner. C'est déjà quelque chose, là aussi, qui correspond davantage à notre époque. Il a des apprentis dès 1627, il est tout jeune, hein, si vous vous en souvenez, l'autoportrait, il a eu entre 20 et 30 ans. Gérard Doux, un de ses élèves, le premier, préparation de panneaux et de toiles, parce que tout est fait à la main. Le premier commentaire connu sur Rembrandt, c'est un peu vache, c'est M. Buchel qui dit « On couvre d'éloges le fils du meunier de l'Éden, mais cela me semble prématuré ». Et les élèves que l'on a là vont être une liste immense.
Voilà, c'est l'autre seul dessin qu'on a de Rembrandt dans son atelier, fait par un élève. Vous voyez, on a des plâtres sur le haut qui permettent de faire des copies. On a des gens qui regardent et puis on a des gens qui apprennent en dessinant à côté du prof qui dessine un modèle nu. Voilà à quoi ressemble la maison de Rembrandt qu'on a conservée, plus ou moins. Il arriverait à une activité 100 florins par élève, 2000 à 2500 florins de bénéfices. Ah, c'est la vertu d'être dans une époque qui commence à être capitaliste, on a des livres de comptes. Ça, c'est les tableaux qui sortent. Certains des élèves logent chez le maître, d'autres interviennent pour des collaborations. Les gens peuvent visiter les lieux, découvrir les collections, ce qui fait que c'est une sorte d'atelier-galerie. Et ça ressemble beaucoup à ce que pourrait faire M. Warhol plus tard. C'est-à-dire, à la fois le client peut venir dans l'atelier regarder ce que tu as fait, à la fois ça t'empêche de travailler. Donc il faut mettre en scène l'ensemble. Celui qui serait un de ses élèves s'appelle Fabricius. Voilà, il y aurait 3 époques. Voilà, un élève, Boll, Ferdinand Boll. Cuyp. Encore Cuyp. Qui devient apprenti chez Rembrandt et qui repart dans sa ville initiale jusqu'à la fin de sa vie. On a une transition entre les deux parce qu'on a un dessin de Cuyp au dos duquel il y a écrit le mot Rembrandt. Voilà, Ferdinand Boll. Donc nous avons fait le tour d'une formation où ça serait bien curieux de pouvoir dire que c'est un Rembrandt, parce qu'on dirait c'est un de ses élèves. Ce qui bascule dans cette période avec Rembrandt, c'est que les élèves sont formés à la façon du maître d'une façon plus poussée encore que ce qui se faisait avant. Voilà, ça c'est un portrait de mathématicien qui est assez connu, de Ferdinand Boll, qui est élève de Rembrandt. Encore Boll. Encore Boll, c'est de la peinture remarquablement belle. Des compositions religieuses que l'on voit ici. Et le tableau qui est là, il est là. Et le premier élève de Rembrandt s'appelle Gérard Doux. Il a fait ce petit tableau où on voit Rembrandt dans son atelier. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir l'idée de garder un témoignage de ce qui se fait. Le rebondissement pour finir, puisqu'il faut aller manger. Si vous prenez Gérard Doux, que voici, non, ça c'est Franz Mieris, pardon. Petit à petit s'invente ce que vous connaissez, les peintures de genre, avec des dames sur fond foncé, des petits objets prestigieux, des choses exotiques qui viennent du fait que les Hollandais partent dans le monde entier explorer. Et comme les Hollandais sont des grands voyageurs, ce sont eux qui vont faire un lien au Japon très tôt. C'est sans doute que la peinture, le bleu des gravures japonaises vient du bleu hollandais. Comme ces grands voyageurs de Hollandais aiment garder des souvenirs de ce qu'ils ont fait, nous allons retrouver dans les scènes de genre des peintures dans des peintures. Ce qui suffisait à faire notre régal, puisqu'on a des artistes en train de travailler, des mises en scène d'artistes en train de travailler, pour qu'on comprenne que tout ça c'est du bluff, c'est de la fabrique. Il y a des rideaux qui se soulèvent, les peintres ont l'air de sortir du lot, puisque c'est ce qu'ils essayent de faire dans un marché où il y a plein de gens. Des scènes de genre où ça dragouille contre de l'argent, mais dans lequel, en plus d'avoir un goût des animaux, des matériaux près de chez nous, on a des peintures qui montrent un peu les intérieurs de petites maisons hollandaises, qui sont assez petites. On va avoir des scènes de genre qui vont devenir très importantes. Et mon rebondissement, le voici. Accrochez-vous, c'est pas très long. Ah voilà, il souffle de fou. Et Françoise. Est-ce que tu l'auras avant la fin? Le père de Vermeer tient un bar, une auberge dans laquelle il montre les tableaux, c'est tout ce qu'on en sait. Vermeer va peindre des scènes de genre qui réunissent des natures mortes, cette idée de faire semblant de dévoiler. Vous voyez, c'est comme un rideau, il n'a rien à faire là, le rideau. Hein. C'est juste que l'artiste montre qu'il sait faire comme un trompe-l'œil qui va impressionner le client, mais en même temps, il est en train de mettre en scène quelque chose et de montrer qu'il met en scène. Et puis, ce qui se passe, qui est
très passionnant chez Vermeer, c'est que ces personnages ont l'air d'être absorbés dans une vie intérieure, c'est ça qui est assez nouveau, en train de lire des lettres, et qu'à la fois le reflet de ce qui se passe, le fait que la fenêtre soit ouverte, donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en eux, c'est la vie intérieure qui est tout aussi importante, et qu'en plus, en restaurant récemment, on a vu qu'il y avait un Cupidon, donc que c'était l'amour. Ces tableaux vont souvent par paires, c'est-à-dire ils vont être rassemblés les uns avec les autres. Voilà Théophile Thoré qui va redécouvrir Vermeer à partir de ce petit tableau exposé au début du XXe siècle qui va plaire énormément à Marcel Proust. Des cartes du monde qu'on voit sur toutes les peintures de Vermeer. Là, on a des cartes. Donc si elle écrit, c'est peut-être qu'il est loin. Si elle reçoit quelque chose avec la carte, c'est ça qui peut nous aider. Mais ce qui est passionnant, c'est que les peintres hollandais regardent de la peinture hollandaise. Derrière les personnages de Vermeer, bien que ce soit des scènes de genre qui sont assez normées, on a des peintures dans des peintures. Voilà Terborch, que vous pouvez voir au Petit Palais, qui est un pur génie. Ça c'est Vermeer, ça c'est Terborch, on est quand même très très proche. On a des scènes un peu de théâtre toutes faites, hein. La lettre à lire, la lettre à écrire, la lettre à redécouvrir. Une sorte de mise en abîme puisque le personnage a l'air de rêvasser, mais on a des ouvertures vers l'arrière, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de penser. À l'intérieur des paysages eux-mêmes, on est chez Peter de Hort, on a l'extérieur et l'intérieur qui est mélangé, dans des petites maisons comme celle-là, ça arrive très souvent, on vit dehors et dedans. Qu'est-ce qu'on voit arriver dans le fond du tableau de Vermeer? Le monsieur Barburen de tout début du goût. Le peintre d'Utrecht qui était allé voir du Caravage. Donc la circulation des images s'est faite de A à Z, entre tous ces gens-là. Donc les tableaux ont l'air de signifier quelque chose, parce que la petite dame qui a l'air pas très timide, à qui on donne une petite pièce, il en manque une, ben ça change le sens de celle-là qui a l'air bien sage. Est-ce que c'est juste une scène? Alors on ne voit pas le rapport, mais il y en a un nécessairement parce qu'il a mis dedans. C'est là où le travail de Todorov, celui qui a inventé cette expression d'indécision morale, c'est un historien de l'art, si vous avez l'occasion de lire ça sur la peinture hollandaise, c'est très intéressant. T-O-D-O-R-O-V. Voilà, le fait qu'il y ait ambiguïté par une peinture et par le fait que ces voyages qu'on a vus en vrai ou que pour Rembrandt l'Italie est arrivée par des tableaux en fait. La transmission, elle s'est faite par le tableau lui-même à l'intérieur du tableau, soit dans l'atelier où il a appris à peindre, soit sur les peintures qui sont autour. Et on peut même mettre en scène le fait que la lettre vient d'arriver, la servante tient encore l'enveloppe, et que sans doute il est un peu loin. Qu'est-ce qui va revenir? Quand? Pourquoi? Le monsieur en question, Barburen, on l'a dit, qui se retrouve une deuxième fois là. Ça commence à faire beaucoup. Des tableaux dans des peintures, il y en a plein la peinture hollandaise. Rembrandt peut-il être associé à Vermeer? Oui, quand il met en scène des éléments comme ça. Vermeer ici, avec des personnages qui se rencontrent, on ne sait jamais moralement, est-ce que c'est menaçant, est-ce que c'est gentil, est-ce que je la fais boire avant, c'est plus sûr. Elle a l'air de rigoler comme une andouille, soit elle a déjà bu, soit c'est un peu gênant. La tension morale est très forte dans ce genre de tableau. C'est pour ça que les peintures de Frans Hals, c'est plutôt des choses enlevées, plutôt des choses virtuoses qui font penser au Jordaens, ce qu'on a vu tout à l'heure, à Lasman, qui est moins des scènes de genre en fait. Et puis ça fait une dernière transition avec Philippe, Judith Leyster, qui est une femme peintre du XVIIe siècle, qui fait elle aussi des scènes de genre, mais plutôt avec des enfants. À la fois parce que c'est ce qui est réservé aux femmes, de ne pas aller dans des lieux de débauche, et à la fois parce que ce qui va rendre le travail de Judith Leyster intéressant, c'est que les enfants, quand ils sont en train de jouer comme des grands, il y a encore plus de mise en scène dans la mise en scène. C'est-à-dire que les tableaux de Terborch, c'est pas les tableaux de Judith Leyster. Judith Leyster, c'est à la fois des enfants qui jouent, et à la fois une petite enfant qui fait attention les enfants. Si vous vous comportez mal, ça tournera mal.
Voilà, la leçon vient des enfants directement. Et Julie Clester, ça c'est sa peinture, on a longtemps confondu son travail avec Frans Hals. C'est-à-dire qu'on a attribué ces tableaux-là à Frans Hals, alors que c'était Julie Clester elle-même. On a fini le tour. Je vous remercie. Merci.